Bonjour et bienvenue dans Viens on parle de tout. Viens on parle de tout, c'est le podcast qui ne s'intéresse pas à ta réussite, mais qui s'intéresse à ton histoire. Viens, aujourd'hui, on parle de tout avec Red. Alors Red, si je commence à vous faire son CV, je pense qu'à la fin du podcast, on y est encore et elle n'aura pas ouvert la bouche. Mais je vais vous donner quelques infos. Elle est mannequin, elle est coach en développement personnel, elle est styliste, elle est maître Reiki et elle est aussi hypnothérapeute, pardon. Donc voilà, d'un univers très large et pourtant réuni en une seule personne. Aujourd'hui, elle fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Red. Bonjour. Red, c'est toi ou c'est un alter ego que tu t'es créé? C'était un alter ego à l'époque, vraiment, et je recommande toujours d'ailleurs parce que j'enseigne ces programmes-là aussi, tout ce qui est reconstruction identitaire et tout ça. C'était un alter ego. Avant, à l'époque, Red et moi-même, on va dire, étaient quand même un peu plus éloignés. Moi, j'étais hyper timide, j'étais hyper timide, timidité maladive, un Tu truc de parlais fou. tout doucement. Et je parlais pas Mmh. tout doucement, je parlais quand même, avec une bonne voix, mais par contre, j'étais hyper timide. Hem Et j'aimais, tu sais, je m'habillais toujours avec les mêmes trucs. J'étais la personne qui avait 5 fois le même pull, tu sais? Et c'était pas un pull joli, c'était un pull dans lequel j'étais confortable, en fait. J'avais 5 fois le même pull, j'avais toujours les mêmes pantalons. Un peu comme, c'est Daria son nom, tu vois un peu? Ouais, je sais bien, ouais. Ouais, C'était ce ouais. genre de OK. personne, genre vraiment Ouais, ce genre le de pull trait. un peu sans forme, Complètement, tu te caches un peu dans ton pull. complètement. C'était un pull, je me rappelle en plus un gros pull de mailles, bleu-gris, même la couleur elle était, voilà, assez large, et vraiment c'était ce pull-là parce que la texture, la couleur, je m'en fous, c'était que celui-là. Donc je suis passée de ça à effectivement raide. Hem, j'ai eu des phases entre-temps bien sûr, mais à l'époque, ouais, c'était un alter ego, OK. et aujourd'hui, Ça vous fait tout c'est cas. moi. Vraiment, j'ai même quand je suis sur les réseaux sociaux, quand je suis en live ou quoi que ce soit, je joue pas un rôle. Ce qui est dangereux, hein, parce que si tu es pas solide, tu te montres toi-même sur les réseaux, tu peux être détruit. J'ai une communauté qui est tellement bienveillante. C'est une bienveillance que j'ai jamais vue de compte sur les réseaux avec des gens aussi bienveillants, aussi gentils, aussi constructifs, que même quand il m'est arrivé des horreurs, je leur ai dit, alors que normalement je raconte pas trop ma vie. Heu, Ça m'est déjà arrivé, là par exemple quand j'ai perdu mon chat, ils sont au courant, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir, je sais pas, une situation d'urgence par exemple après une rupture ou un truc, où tout d'un coup c'est ma communauté qui est venue m'aider parce que, j'avais perdu mon appart, enfin il y avait une histoire assez grave sur le moment. Mais j'ai pas hésité à le dire à ce moment-là, et en fait, c'est ma communauté qui est venue m'aider au même titre que moi je les avais aidés pendant des heures et des heures, et il y en a plein qui sont adorables, qui genre se souviennent de fois où je les ai aidés il y a 2, 3, 4 ans, tu vois? Et puis moi j'oublie forcément, je vais pas me rappeler de tout le monde. Hem, mais ils reviennent, tu vois, des années après, et même si genre ils ont, je sais pas, juste les moyens de prendre une seule séance, bah, ils vont prendre une séance juste pour, tu vois, pour le côté genre: «Tu m'as aidé, tu m'as sauvé, bah, Je je t'aide je à nouveau. reviens, derrière», tu vois? Ouais. Hem, donc ouais, c'était un alter ego, et aujourd'hui, je suis Red, pleinement, et pleinement assumée, et dans mon naturel le plus complet. Si tu peux juste te présenter un peu, Mmh. dire ce que tu fais, Mmh. voilà, parce qu'en fait, tu es multicasquette, c'est incroyable et genre ton univers est tellement vaste que j'ai essayé de faire une intro, j'ai fait une intro qui je te rassure, il y aura une intro au début, mais il y a tu es la mieux placée Bien pour en sûr. parler. Alors moi, à la base, on m'appelle Red du coup, et je suis au départ styliste, modéliste spécialisée en haute couture. Donc je travaille pour les grandes maisons. J'ai également bossé du coup en tant que modèle, et derrière j'ai ouvert Red Style des Villes, qui est donc coaching en développement personnel. Je suis maître praticien en hypnose érectionnelle, maître enseignant en Reiki tradition Usui et tradition flamme violette également. Là, je suis en train de faire d'ailleurs une formation en psychopathologie clinique parce que pourquoi pas. Je suis formée également en hypnose quantique de guérison, donc le QHHT, et du coup, j'enseigne tout ce qui est TCC, donc thérapie cognitive et comportementale, à mes clients, tout ce qui est technique de régulation du système nerveux, et des manières de, en gros, pouvoir eux-mêmes pratiquer ces choses-là sans avoir besoin de moi par la suite. Et tu es mannequin Et je suis mannequin. aussi. Et si tu dois te présenter maintenant, sans dire tout ça, Ouais. qui est Red? Qui est raide? Ah, c'est une bonne question ça. Hem, je dirais que je suis quelqu'un qui pense peut-être un peu trop à l'autre, et j'essaie de corriger ça un peu, en ce moment. Donc vraiment, je pense que j'ai vraiment mis ma vie au service, tout court. Heu, Dans la spiritualité, quand on regarde mon travail dans le dev perso, je suis vraiment, hyper dédiée. Si les choses ne marchent pas, je vais travailler dessus jusqu'à ce qu'elles marchent.
Donc voilà, je suis quelqu'un de très déterminé, multipotentiel, certes, qui se tape un joli TDAH comme tout le monde aujourd'hui, je pense, mais quand même particulièrement prononcé, ce qui fait que du coup, bah, je dois moi-même m'adapter euh, et bosser différemment et avoir d'autres techniques que les gens qui sont neurotypiques, ce qui n'est pas forcément facile toujours. Euh, une des choses qui, je pense, me définit le plus, c'est le côté artiste. Sans ça, je dépéris complètement. C'est ça, quand on voit ton univers, moi, j'ai eu l'occasion, enfin, tu m'as montré par visio ton appartement, c'est Ouais. juste une œuvre d'art, enfin, et puis c'est un univers tellement vaste, C'est ça. toutes les pièces sont impactantes. C'est le mot, je crois que c'est impactant C'est le ça. mot. Ouais. Comment ça te vient en fait? Tu vas pas pouvoir m'expliquer le développement de la chose, mais est-ce que tu penses tout le temps à la créativité? Enfin, t'es créatif tout le temps, ou est-ce que tu as des pics de créativité? Les deux. Il y a des pics, du genre, hier, j'étais sur une conférence sur la spiritualité et je sais pas pourquoi j'ai eu une fulgurance, comme dit mon assistant, j'adore ce mot. Une fulgurance vraiment et je me suis arrêtée, j'ai pris mon téléphone et j'ai enregistré dans Notes et parce que j'ai eu, je sais pas, une réalisation spirituelle et je me suis dit: «Mais ça ferait une expo incroyable de faire ça» et donc je note, tu vois? Les trucs qui viennent au fur et à mesure, c'est souvent, tu sais, ce moment entre l'éveil et le sommeil. Parce que c'est là où tes fréquences cérébrales, elles baissent. Donc souvent, ça va être ce moment-là où tu as vraiment une connexion entre ton inconscient et ton conscient, en fait. Donc souvent, c'est à ces moments-là, et c'est les moments où, en général, les gens vont dormir. Donc, ils perdent leur idée parce qu'ils dorment pendant Bien la nuit. sûr. Alors que juste de noter, en fait, tu avais des peintres, je crois que Dali faisait ça, il prenait une cuillère ou un truc comme ça entre ses mains, et il attendait que ça tombe, tu vois. Et là, il Et serait donc, quoi? tu te mets devant une toile comme ça et tu as une cuillère ou peu importe, une fourchette, peu importe. Et donc, tu la laisses entre tes doigts. Et en fait, au moment où du coup, tu t'assoupis, la cuillère va tomber, hop, ça va te réveiller. Tu vas être encore dans ces fréquences cérébrales et du coup, tu peux tout de suite créer. Putain, c'est ouf. Donc, il y a des choses comme ça que tu peux faire. Euh, Ça vient tout seul, mais ça vient aussi de par l'expression des émotions que tu ressens. C'est une forme de catharsis. Donc, là où j'ai voulu diminuer justement mon accompagnement avec les autres, c'est que je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à faire du shadow work et plus du tout de temps à créer du coup. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le shadow work? Parce que Shadow work, c'est travailler de l'ombre. Donc, ça, c'est d'après du coup le psychanalyste suisse Carl Jung, qui a mis du coup en évidence ce travail-là. Je tiens à préciser quand même que le shadow work existait bien avant lui, parce que dans tout ce qui est tradition chamanique, on fait du shadow work. Hein, donc, c'est pas il n'a pas inventé ça, il a juste vraiment réussi à vulgariser et à démocratiser plutôt, pas vulgariser quand même. Cette méthode-là qui maintenant est enseignée de plein de manières différentes. Il y a un million de façons différentes de faire le shadow work, ce qui est très chouette. Justement, moi, j'ai développé ma propre technique que j'enseigne aussi à mes clients. Euh, et en fait, voilà, c'est le fait d'aller chercher la partie qui est immergée dans l'iceberg. Ok. Donc, par définition, travail de l'ombre, c'est ce que tu n'as pas, ce que tu ne vois pas, Pas en ce à quoi tu n'as conscience. pas accès. Est-ce que tu as une compétence qui est un peu hors norme? Je suis incroyable pour les cocktails Ah, c'est bien. T'es et les mixologue. shots. Et Ok. j'avais un bar en fait à Genève. Tous les étés, on avait un bar éphémère. Donc pendant quelques temps, je bossais à un endroit spécifique. Et au bout de 3 semaines, après avoir bossé là-bas, ils m'ont construit un bar à shots dans le bar. Parce que du coup, moi, les gens me demandaient des maîtres de shots plutôt que de leur servir un peu de la merde. Je m'amusais à faire des arcs-en-ciel, je m'amusais à faire des trucs parce que je trouvais ça joli, tu Trop vois. stylé. Mais du coup, au bout d'un moment, ils venaient que vers moi pour les shots. Et au bout d'un moment, les patrons qui étaient très intelligents, ils ont commencé à repérer ça. Ils ont dit, On va lui toi, créer. on va en faire un truc. 3 semaines après, ils m'ont construit un bar à shots dans le bar, ce qui m'a valu un peu de la part de mes collègues, du coup. Mm. Et après, carrément, j'ai fait les fêtes de Genève où j'avais mon propre bar à shots, j'avais mes barman. C'est trop stylé. Incroyable. Ça m'étonne tellement pas, en même C'était temps. génial. Du coup, je pars sur des affirmations, parce que Ouf, c'est marrant. Je vais te donner des affirmations. Ah, j'adore les informations. voilà, tu vas me répondre. Mhm. Il y en a des vraies, il y en a des fausses. Ok. Voilà. Tu as un vrai nuage dans ta chambre, au-dessus de ton lit, qui simule le tonnerre. Absolument, oui. Et alors, est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ce nuage? Parce que c'est quand même pas commun. Pourquoi? Alors vraiment, je me rappelle exactement en plus, j'étais dans mon salon et c'était un peu le genre de discussion que tu as avec toi-même, c'est avec plusieurs parties de toi. Moi, je suis quelqu'un qui va être très capricieuse, mais par contre, je réponds à mes propres caprices. Pardon, j'ai C'est pas... tapé le micro. Je réponds à mes propres caprices. Ça veut dire si je veux un truc, je me débrouillerai. Enfin, c'est très rare que ce soit un caprice envers qui que ce soit. C'est pas tellement le genre de la maison. Et du coup, là, je voulais de l'orage. Mais il faisait grand beau à Paris. Genre grand soleil. Vraiment, on n'était pas près d'avoir l'orage ni hier ni demain. Et du coup, j'ai un peu la discussion avec moi-même, tu sais, de frustrée. En mode, oui, mais je veux de l'orage. J'étais là, tu n'as pas d'orage là, maintenant, tu ne vas pas créer de l'orage.
Si, je vais absolument créer de l'orage. Et du coup, j'étais là, non, non, mais enfin, tu vas pas construire de l'orage en fait. Bah si, en fait, je vais absolument construire un nuage avec de l'orage. Et du coup, je suis allée chercher des lampions, des trucs. Et j'ai vraiment, au début, c'était, je sais pas comment en français, trial and errors. Tu sais, genre, t'essayes des trucs, tu sais pas du tout Euh, ce que tu fais, du coup. ouais, t'en Ah, j'avais aucune idée de ce que je recherche et faisais, développement. hein. C'est ça, recherche et développement complètement. Et au bout d'un moment, j'ai un peu trouvé une technique qui prenait et j'ai mis des LED dedans et maintenant ça réagit à la musique. Et c'est vrai qu'il est hyper réaliste. Et il est incroyable, je Il l'ai est vu. incroyable. Je l'ai vu, tu me l'as montré en Il est vidéo, c'était incroyable. lunaire. Et comment cohabite avec un nuage dans sa chambre? Ah, j'adore. Alors, par contre, c'est marrant parce que ce nuage, ça a été justement à l'origine de beaucoup, beaucoup de séances de shadow work parce que du coup, je me mettais avec une musique, etc. Je recommande pas de faire le shadow work les yeux levés. C'est une très mauvaise idée. Ok. Très, très mauvaise idée. Et je vais expliquer pourquoi d'ailleurs. Euh, Mais je me posais et je regardais ce nuage-là, puis en plus j'avais les reflets de l'eau, parce que j'ai d'autres projecteurs, bien sûr, dans cette chambre-là qui font d'autres trucs, Quand on tu dit t'en que t'as un doutes. univers. Entre ça, puis j'ai mon arbre lumineux avec les clés dedans, enfin, tous ces trucs-là. Et en fait, je regardais le nuage et je laissais du coup mon esprit faire le shadow work. Et beaucoup de fois, j'ai fait des séances entières de shadow work là-dessus. C'est une très mauvaise idée à faire les yeux levés. Ne surtout pas faire ça. Si tu as tendance à trop penser, et encore plus tu fais ça avant d'aller dormir, tu entraînes ton cerveau à accélérer le rythme de pensée et à te faire réfléchir à beaucoup, beaucoup de choses avant de dormir. Très, très mauvais réflexe à Ok. prendre. Vraiment. Avec le recul, très mauvaise idée. Ne pas faire. Ne pas faire. Tu possèdes des squelettes de chauves-souris que tu conserves délicatement dans une boîte. Décidément. Oui, tout à fait, absolument. Alors, c'est les 3 chauves-souris que j'ai, c'est vraiment pour une pièce que j'ai en tête depuis très longtemps. Donc, je veux De couture? Ah, une ah, œuvre, une œuvre. plutôt un tableau, un peu à l'ancienne, c'est un peu baroque, etc. Et je veux les garder à l'état naturel parce que j'ai un très, très gros respect pour le fait que c'était un animal avant. Donc, d'où le fait que c'est dans une boîte conservée, tout bien, parce que je vais m'y mettre là dès que j'ai quelques minutes à moi, mais elles sont prévues pour une pièce. Ouais. Tu as conçu une robe en dentelle avec une traîne de plus de 12 mètres. Ah, bien plus juste. Bien plus Ah juste. putain, c'est vrai? Bien plus juste. Putain, moi je sais que celle-là, pour moi c'était. Enfin, je l'ai inventée. Donc en fait, c'est vrai. Donc genre, moi, c'est un flop. Quand je l'ai écrite, je me suis vraiment dit, il y a un monde où elle l'a fait. Et c'est combien de mètres du coup? Alors, c'est pas vraiment une traîne. Il y a 2 pièces. Il y a une robe du dessous et un manteau du dessus. Je m'étais inspirée des volumes à l'ancienne, tu sais, avec les grosses crinolines, etc. Et le but, par exemple, sur un des manteaux, le but, c'était d'avoir un volume aussi large que si tu avais une crinoline en dessous, mais sans la crinoline. Extrêmement dur à faire. Parce que du coup, le manteau doit pouvoir s'ouvrir et se refermer et conserver sa structure Du dessous? énorme en dessous, sans rien. Donc, tu peux appuyer, il n'y a rien dedans. Tu vois, ça, C'est ouf. ouais, c'est hyper, hyper dur à faire. Donc, à l'intérieur de tous les plissés, j'avais mis du tissu Issey Miyake, c'est le fameux plissé qui est magnifique. Si je ne me trompe pas, il y a à peu près 10 plis par centimètre. Tout est plissé au papier. Et l'avantage de ce tissu, c'est vraiment que tu peux le mettre en boule, machin, le tirer et il garde toujours sa forme. Impressionnant. Trop beau. Donc, à l'intérieur de chaque godet, j'avais mis ce gros tissu-là. Et le manteau en question fait 44 mètres de périmètre. Tu sais que quand j'ai écrit 12 mètres, je me suis dit déjà, il n'y a jamais une robe de 12 mètres de long, mais là, tu t'annonces 44. Donc déjà, moi, ma question, c'est un fail, mais en plus tu m'annonces que 44 mètres de tissu, Ouais. c'est ouf. Ça met 45 minutes juste à faire l'ourlet, à pleine vitesse de machine. Et c'était pourquoi que tu avais fait ça? Ma collection haute couture, 3e année. Oui, parce qu'on va y revenir, tu as fait une école de stylisme, de mode, incroyable, ok. Je Euh, pensais que tu savais un truc que je t'avais pas dit, Ah moi. non, tu m'en as pas parlé. Genre, vraiment, j'étais hier soir à 1h du match, j'étais en train de préparer mes petites affirmations. Je me dis, ouais, ça c'est sûr, c'est pas. Enfin, tu vois, je voulais que ça soit en rapport avec toi, donc la mode et tout. Ah, putain, je suis scotché. Mais tu as développé un outil audio avec des messages subliminaux afin de soigner des traumas. Oui, et pas que. Ah, ça c'est, je pense, ma plus grosse fierté dans ma carrière. Euh, c'est une technique de subliminaux qui n'existe pas, dont je ne peux malheureusement pas révéler Bien sûr. la méthode, pour la simple bonne raison que si ça tombe dans les mains des méchants, c'est hyper dangereux comme produit. Par contre, bien fait, ça fait des miracles. Et donc, on a quelque chose qui va libérer les traumatismes, qui va effacer tout ce qui est traumatisme sexuel, qui va libérer justement tout ce qui est influence du pervers narcissique, qui est un produit qui n'existait pas du tout avant. Très, très heureuse de l'avoir mis au point. Donc, le premier subliminal a été mis au point justement pour libération de tout ce qui est emprise de pervers narcissique, enfin personnalité narcissique pour être plus précise. Et le deuxième, c'est subliminal santé, qu'on a
mis au point qu'il y a des effets qui dépassent toutes les espérances, en fait. On a des résultats qui, normalement, on ne devrait pas pouvoir faire des choses comme ça. Ça va être hyper utile pour tellement de monde. C'est extraordinaire. Là, on a un premier, du coup, cas documenté d'endométriose qui a disparu complètement. On a des cas, donc on documente à chaque fois parce qu'on a des fiches de rendu, des fiches de suivi. Cette méthode Ouais. permet à la fois de soigner des traumas liés à un pervers narcissique, par exemple, mais aussi soigne l'endométriose. Ça permet de réactiver les propriétés de régénération cellulaire et du corps. Donc, ça permet de te guérir pas juste l'endométriose. Incroyable. Donc, on a des résultats super sur la maladie de Verneuil, par exemple. Il faut que je revoie mes fiches d'ailleurs, parce que tu sais, on nous rend les fiches de suivi, j'ai pas tout en tête là comme Ouais. ça, mais on a du coup des gens qui ont arrêté les antidouleurs, qui ont plus tellement besoin de leurs médicaments, bien que je tiens à préciser quand même qu'on leur fait signer un petit papier, nous ne nous substituons pas à un traitement médical, etc., Sûr. etc. Donc, quand ils diminuent ou ils arrêtent, c'est En accord avec Bien un sûr. médecin. Il faut quand même être précis là-dessus parce Non, mais c'est hyper important, tu as raison de le voilà. préciser. On a des super résultats ouais, sur des maladies qu'on ne guérit pas d'habitude et même sur des intolérances, sur des allergies, des trucs comme ça. Donc là, le prochain qui va arriver, ça va être le perte de poids. Mais le perte de poids ne sera pas vendu sans le santé. Ok. Parce qu'on fait les choses bien ou on ne les fait pas. Tu fais d'abord le protocole santé et ensuite tu pourras faire le perte de poids. Mais Pas pas l'inverse. dans, Ouais. pas Ouais, dans c'est le un sens. complément. Enfin, ça t'arrive. En fait, c'est que, comme je disais avant, moi, je sors un produit seulement s'il marche. S'il ne marche pas, mais si je ne dois pas en sortir pendant 10 ans, je n'en sortirai pas pendant 10 ans, parce qu'il en vient de ma réputation aussi, il en vient de ma crédibilité, de mon travail. Donc, quand je sors un produit, c'est que j'ai pensé à tout autour. Et alors, par exemple, le subliminal santé, c'est des heures et des heures et des heures. J'ai arrêté de compter les heures de recherche pour l'avoir fait. Il y a plus de 400, 500 affirmations dedans, qui sont toutes optimisées en neurosciences, etc. Et les chapitres que ça touche, je suis allée fouiller les travaux du docteur Joe Dispenza, fouiller également Erickson, qui a créé la technique de l'hypnose ericksonienne, qui a reconstitué toute sa colonne avec la visualisation, justement. Donc, ils sont plusieurs à avoir, justement, été condamnés d'être en chaise roulante ou quoi, et en fait, ils ont réussi à reconstruire tout par la visualisation. Donc, je suis allée chercher tous leurs travaux. Je suis allée vraiment essayer de récupérer l'essence. Et derrière, j'utilise des techniques hypnotiques, du coup, que moi aussi, j'ai mis au point. Et donc, tout agencé l'un dans l'autre. Ça ne peut pas être logique de faire un travail de perte de poids en termes de l'inconscient si on n'a pas traité les trucs qui sont dans le subliminal santé avant. Donc, plutôt que de les mettre en mise à l'échec, et puis également, s'il y a un truc que ça masque, alors par contre, ils sont obligés, bien sûr, hein, avant de faire le subliminal santé, en général, ils font un check-up chez le médecin pour avoir un avant et un après également. Donc là, on sait tout de suite s'il y a un dérèglement hormonal, un truc, etc. Si c'est la cause psy, le subliminal santé va le régler. Ouais, c'est ouf. Donc, si ça n'a pas de cause psy, et si c'est par exemple transgénérationnel, il y a aussi des choses dans le subliminal santé pour casser l'hérédité et guérison transgénérationnelle. Donc, on a vraiment réfléchi à tout. Si c'est une cause chronique, là, dans ce cas-là, on part sur... ça se rapproche un peu, parce que je ne peux pas dire que c'est la même technique, mais ça se rapproche un peu de ce qu'on fait, qui s'appelle le gant analgésique en hypnose. Et le gant analgésique te permet, par exemple, de te faire tatouer sans douleur. Je voudrais que les gens qui nous écoutent comprennent un peu pourquoi tu es aussi intéressé par le médical, pourquoi tu es aussi intéressé d'accompagner et d'aider des gens qui souffrent ou qui ont des maladies très compliquées. Toi-même, quand tu étais jeune, à l'âge de 12 ans, on t'a diagnostiqué un cancer Un sarcome des Ewing, qui visiblement est un cancer archi violent et très rare. Comme tu me l'as dit, tu avais gagné au loto, mais pas le bon loto. C'est ça. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu pour qu'on comprenne un peu toutes les démarches d'aujourd'hui? Alors, du coup, j'avais à peu près 12 ans, on m'a diagnostiqué un sarcome des Ewing à la mandibule droite. Donc, c'est une tumeur en fait qui se développe au milieu de l'os et qui effeuillette l'os. Donc, c'est des douleurs qui sont absolument descriptibles. Donc, on m'a enlevé un morceau de la mâchoire, on m'a mis un morceau du péroné à la place. Ça a été plus d'1 an de chimio, une dizaine d'opérations, des choses extrêmement, extrêmement violentes où j'ai dû réapprendre à marcher, j'ai dû réapprendre à ouvrir la bouche. J'aurais dû être défigurée à la base. Donc, on aurait dû m'ouvrir de là à là, de là à là, et m'enlever tout ça des dents. Donc, aujourd'hui, je serais balafrée, ou alors avoir carrément la moitié visage paralysé. Et mon père qui a dit non, on ne touchera pas au sourire de ma fille, qui m'a trouvé parmi deux des meilleurs chirurgiens au monde. Et du coup, j'ai pu me faire opérer. Ils ont préservé le nerf maxillaire et ils ont vraiment réussi quelque chose d'extraordinaire. De par ce bassin médical-là, mes parents, qui sont très intelligents, ont également amené de l'acupuncture pour accompagner les traitements.
On fait beaucoup de recherches, donc je prenais plein de compléments alimentaires, plein de choses comme ça à côté. On a découvert grâce à ça également la physiorésonance et moi je devais faire médecine à la base, de par tout ça. Donc en plus j'ai une facilité pour la biologie qui fait que je lis, je retiens. Donc c'était évident pour moi, c'était médecine, je veux dire j'étais hyper douée en biologie, ça me passionnait et cetera et donc j'ai fait un bac scientifique dans le but de faire médecine. J'ai même fait des formations aux HUG pendant mon année sabbatique, je me rappelle, j'ai même visité les HUG plusieurs fois pour voir, là où j'allais faire mes études concrètement Tu te et projetais déjà. ah oui, non, mais c'était en fait, je devais reprendre le cabinet d'un acupuncteur assez connu. Enfin, mon avenir était tout tracé sur 20 ans. Je savais exactement quelle école j'allais faire, quel cabinet j'allais reprendre derrière, et cetera, parce que vraiment cet acupuncteur, il voyait bien que j'avais des grosses facilités et que j'étudiais vachement ces trucs-là et il me disait: «Le jour où tu es formé», parce qu'en plus ses enfants, voulaient pas, tu vois, le faire. Donc il dit: «Le jour où tu es formé, tu viens, tu reprends, tu vois, le business» et c'est un des meilleurs acupuncteurs en plus où j'ai découvert des techniques avec lui qui sont quasiment inaccessibles du public. Et pendant mon année sabbatique, j'ai fait un 360 et j'ai réalisé que si dans ma vie, il y avait pas de la création ou de l'art, j'allais me laisser mourir, en fait. Parce que je voyais que les années où j'étais en préparation, en bac S et cetera, il y avait un truc qui s'éteignait en moi, en fait, au fur et à mesure. Je commençais à dessiner pendant les cours de philo, tu sais? Genre, mais vraiment Mhm. tous les cours, genre, tous les cours où je pouvais dessiner un truc, je dessinais et ça devenait très frénétique et du coup, là, j'ai dit: «Non, si je dissocie ça de ma personnalité, je sais que je vais mourir assez rapidement, en fait. Enfin, je vais me laisser mourir concrètement, c'est Tu t'éteignais un petit peu. ouais, complètement. Et là, tu as fait le choix de changer complet. Et qu'est-ce que tu as entrepris? Le déclic était très clair, c'est un jour, j'étais invitée du coup à l'ONU à voir un défilé et c'est un défilé où ça réunissait des petits designers, genre d'Afrique, partout dans le monde et des très grands créateurs. Donc tu avais, par exemple, Zouhair Mourad et à côté tu avais, je ne sais pas qui dans je ne sais pas quel village, et ça se côtoyait sur le même runway et à l'ouverture de ce défilé, il y a une super, modèle, je ne me rappelle plus son nom, qui vient pour faire un discours et qui montre des images. Donc on est au Palais des Nations, etc. Moi, je connais un peu l'endroit parce que j'ai un peu grandi là-bas grâce à mes parents. Euh, et les images que j'ai vues m'ont tellement choquée. Et quand elle a dit, la mode est la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole. Je dis, pardon. Et là, j'ai vu les images de villages entiers qui n'ont plus accès à l'eau potable en Chine. Tu sais, ces plages où il y a des montagnes de vêtements, des trucs comme ça. Et je dis, ah non, non, non. Genre, je peux pas voir ça et ne rien faire et ne pas réagir. Je me dis, tiens, ça va pouvoir peut-être concilier mes deux passions, l'art et le fait d'aider les gens, justement. Donc, je me dis, why not? Et si on allait travailler dans la mode éthique, en fait? Sauf que j'ai compris assez tôt, en grandissant à Genève, que pour pouvoir changer les choses, il faut les changer de l'intérieur. Et si tu ne ressembles pas à certaines personnes, ils ne t'écouteront pas. Donc, pour pouvoir faire changer le monde du luxe, changer le monde de la haute couture, tu dois faire partie du monde. C'est pas en étant de l'extérieur avec des grandes pancartes. Je suis désolée, je vais le dire, hein, et j'ai énormément de respect pour tous ceux qui militent. Et j'ai énormément de soutien là-dessus. D'ailleurs, je continue à penser que c'est important. Cependant, j'invite plus au boycott qu'à militer de façon avec des grosses pancartes, des trucs, parce que ça décrédibilise souvent énormément le mouvement. Alors que le boycott, ça c'est radical. Et ça s'organise mieux, c'est plus intelligent et ça a une plus grosse portée. Mais quand on veut changer un certain milieu, c'est pas avec des grosses sarouels, pieds nus et au secours, machin, bidule, que tu vas être entendu par ces gens-là. Il faut comprendre qu'ils s'en foutent complètement. Si c'était une question d'empathie, ça fait longtemps que les choses auraient été faites différemment. Donc c'est une question d'image. Donc si une telle image n'est plus intéressante, les choses changent. Tu prends la direction de faire une école de mode, pas n'importe quelle école de mode, une des meilleures écoles de mode du monde qui est à Paris, Mm, mm, qui mm. s'appelle S-Mode. Alors aujourd'hui, je suis navrée, hein, mais aujourd'hui, la réputation de ce mode en a pris un petit coup. À l'époque, où il en était parmi les deux meilleures écoles avec l'IFM à Paris. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai entendu, hein, après j'en sais rien, mais j'ai entendu que ce mode a pris un coup dans leur réputation. Je comprends aussi pourquoi, parce que au niveau éducation, je passais de zéro à savoir faire de la haute couture en 3 ans. Je ne vais pas cracher dessus.
Mais par contre, oui, on a vu quelques délires. Comment tu as vécu ces années? Parce que tu m'as dit que tu bossais plus que des gens qui étaient en médecine. On avait des gens qui étaient dans nos classes, qui avaient leur partenaire qui était en médecine, qui bossaient pas la moitié de ce qu'on bossait. C'était absolument du délire. Et en ayant bossé dans des grands ateliers, etc., on ne bosse pas la moitié. Euh, dans le métier, même des veilles de défilé, on ne nous fait pas faire des soirées comme ça. Bien que j'en ai fait des grosses soirées, les veilles de défilé, je ne te le cache pas. Euh, une charge de travail ahurissante. Et surtout des profs qui n'hésitent pas à harceler les élèves. Et ça, pour moi, c'est lunaire. Donc, on a des profs qui, tout d'un coup, tapent des scandales en classe, des choses qui ne devraient pas être vues par des adultes, faites par des adultes, pardon. Donc, oui, ça, c'était très, très lourd. Des dossiers à rendre tous les week-ends. Et en plus, nous, on était la classe de l'après-midi, donc on était obligés d'aller faire imprimer nos trucs le matin. Alors que quand tu as cours le matin, si jamais la moindre erreur ou le truc, tu peux gérer dans l'après-midi. Nous, ce n'était pas du tout le cas. Donc, tout le temps, devoir courir chez l'imprimeur, courir chez les fournisseurs, enfin, des trucs où des fois on finissait les cours, je courais, je sprintais dans le métro pour aller jusqu'à Réaumur pour chercher le tissu, les trucs. Non, c'était Donc psychologiquement très, très dur à encaisser. c'était une violence incroyable. Mais tu es contente de l'avoir fait cette J'ai école? adoré. Je me rappelle un jour, j'appelais, parce que je rentrais, je sortais du métro, j'appelle ma mère. Je dis, il reste ça, il me reste tel dossier, il me reste tel truc, il faut que j'aille chercher tel tissu, et puis j'ai tel chose pour finir, machin. Puis elle me dit, mais ça va? Je dis, j'adore, c'est génial. Mais en fait, ça nous a tellement drillé, et ça nous a tellement mis quand on était des soldats, en fait, que derrière, quand j'ai intégré les maisons, ça me semblait tellement simple. C'est génial dans ce sens-là. Ah non, mais c'était incroyable. Moi, j'étais dans les ateliers, même si je devais rester jusqu'à minuit ou pas, j'étais là, ah, c'est que minuit. Vous rigolez ou quoi? C'est plus 6 heures du matin. C'est génial. Et je peux pour nous. dormir. Et je peux dormir. Genre, j'ai encore 3 heures de sommeil. Vous rigolez, mais 3 heures de sommeil, parce qu'en général, quand tu fais des nuits longues dans les maisons couture, c'est que le lendemain, il y a T'enchaînes. défilé ou qu'un truc comme ça. C'est rare quand on te garde. Tu me racontais en off ta première expérience professionnelle dans ce milieu. C'est-à-dire qu'on t'appelle, enfin, on t'appelle, je sais plus, pour bosser sur le film Dalida. Alors, c'est pas ma première expérience professionnelle. J'ai d'abord commencé chez Kenzo, du coup. Ok. Mon premier stage, c'était chez Kenzo. Et j'ai eu le bonheur de tomber sur le meilleur maître de stage du monde. Mais alors vraiment, qui m'a vraiment, comme à l'ancienne, parce qu'en fait, il faut savoir un truc. La plupart des maisons prennent des stagiaires pour ne pas pourvoir certains postes. Donc, quand tu vas être là-bas, effectivement, tu vas faire le travail de tel poste, quasiment dans son intégralité. Et puis après, ils vont profiter des périodes de carence pour reprendre un stagiaire. Donc, ces postes-là ne sont quasiment jamais pourvus, en fait. Ce qui est délirant, parce C'est que ouf. on est plein à postuler, etc. Mais il n'y aura pas de place qui se libère, parce que c'est les stagiaires qui le prennent encore et encore. Donc, ils essaient de faire ça avec pas mal de postes au maximum. Et souvent, quand tu vas faire ton stage, ça va être très segmenté. Donc, par exemple, si tu es chez Saint-Laurent-Paris, ils ont énormément comment on appelle ça? De catégories. Enfin, je ne fais pas de catégories, mais Le secteur d'activité. voilà, merci. Secteurs différents. Donc, tu vas avoir par exemple le denim. Chez Netram au mail, c'est pas la même chose non plus. Alors là, tu m'as parlé chinois. Pardon. Donc, tu vas avoir par exemple un pôle jeans, un pôle accessoires, mais à côté, tu vas avoir un pôle maille, donc c'est tout ce qui est laine, etc. Mais c'est des pôles différents. Donc, quand toi, tu es stagiaire dans un truc, tu vas t'occuper de... Un micro-truc. Ouais. Tu fais que de la maille ou tu fais que du jean. C'est ça, tu vas être très spécialisé dans quelque chose. Tu peux faire également qualité produit fini, tu vois. Et ça va être justement vérifier si ton tissu il est durable, si ton vêtement, pardon, il est durable. Vérifier justement au niveau du lavage, etc. Est-ce qu'il rétrécit, est-ce qu'il rétrécit pas. Toutes les fameuses étiquettes chez d'entretien, ça, il y a un pôle entier qui teste le vêtement et qui fait que ça. Et c'est super intéressant. Moi, j'ai fait ce travail aussi. J'ai fait qualité produit fini et qualité tissu. Et savoir faire ça, c'est absolument indispensable quand tu es un bon styliste modéliste. Moi, j'ai eu la chance d'être tombée sur quelqu'un qui... J'arrive mon premier jour, il prend tous les bouquins de collection Kenzo, bam, il me les met sur la table et il dit, tiens, tu fouilles ça, tu choisis 2 modèles que tu aimes. Une pièce du dessus, une pièce du dessous. Donc, en gros, une robe et une veste. Il me dit, tu choisis dans tout ça. Donc, je choisis 2 modèles. Il me dit, OK, tu les as choisis. Maintenant, tu vas choisir le tissu que tu veux et tu vas réaliser ces pièces-là dans le tissu que tu veux. Ouais. Waouh. Et donc, j'apprends à réaliser. Alors, j'ai choisi le blouson K de Kenzo parce que c'est le plus connu. C'est un blouson, quand il est fermé... Oh, j'aurais dû le prendre parce qu'il est magnifique. C'est un blouson, quand il est fermé, il forme le K de Kenzo.
C'est une des pièces les plus difficiles à coudre en plus. En plus, j'ai choisi pas du tout des matières qui auraient dû Mmh. être mises avec des zips aussi lourds et des trucs comme ça. Donc, j'ai vraiment choisi la difficulté. J'ai choisi une doublure. Ils avaient, tu sais, les motifs Kenzo avec des yeux et tout. Oh là là. Et, euh, et du coup, je réalise les deux. Et là, il me dit, OK, genre, il vérifie, contrôle. Et puis, j'avais du coup accès aux gens de l'atelier, donc ils m'aidaient si jamais j'ai un problème. Une fois que c'était contrôlé et que c'était nickel, il me dit, tu peux mettre l'étiquette. Et donc, je me retrouve avec 2 pièces Kenzo, qui sont donc officiellement Kenzo, parce qu'elles ont été faites dans l'atelier Kenzo, avec donc L'étiquette, l'étiquette, ouais. etc. Par toi. Faites par moi, sur mesure pour moi, Ouais. avec mes propres tissus. Et genre, j'ai vraiment 2 modèles uniques de chez Kenzo aujourd'hui. C'est juste génial. Enfin, Ça c'est du inespéré, en fait. Après cette expérience incroyable, tu as bossé sur, le film Dalida et sur une des Ouais, robes qui est en dentelle incroyable, voilà, ouais, que tu as dû faire des retouches ou je sais pas exactement ouais, quoi, mais ça a été un travail, genre un chantier de malade mental pour toi, qui ouais. sortait de l'école, enfin qui sortait pas de l'école, mais pas loin. C'était alors ouais, c'était énormément de pression et j'arrive plus à me souvenir dans quel ordre, j'ai fait les choses, si j'étais d'abord chez Lanvin, ou d'abord chez Azzaro. Mais Azzaro haute couture, c'était un peu un rêve. Parce qu'en plus Azzaro est sicilien, moi à la base, mon grand-père est sicilien et tout ça, donc c'est vraiment, bah, le seul collier que j'ai là, c'est le collier de la Sicile. Donc il y avait un côté très, sentimental, personnel aussi et en plus, il me semble que mon grand-oncle avait bossé, dans un truc pour Azzaro, je sais plus si c'était une boutique ou j'en sais rien. Ah, mais donc il y avait un petit truc un peu j'aimerais bien récupérer mes racines et surtout le défilé haute couture de Azzaro de cette année-là m'avait donné envie de pleurer tellement il était parfait, il était sublime et vraiment, il y a pas énormément de défilés qui me touchent à ce point-là, mais là, celui-là, j'en ai des frissons dans le dos rien que d'en parler, j'étais, complètement subjuguée. Le fait est que moi, j'avais fait spécialisation cuir, donc ma spécialité n'était pas du tout la broderie, mais pas du tout et heu et je me retrouve effectivement parmi les premiers jours à ce qu'on me donne une des robes qui est en plus la robe de chez Azzaro. J'essaie de me souvenir de nom, là, comme ça, je me souviens pas, mais c'est une robe qui est très typique de chez Azzaro, avec une sorte de bustier, enfin, c'est pas vraiment un bustier, mais des manches comme ça, en dentelle, et tout le reste est brodé de sequins. Sauf que les sequins sont posés façon haute couture, et on me dit, il faut que tu corriges tout le milieu dos, là où il y a le zip en plus, donc c'est la partie la plus délicate, puisque tu dois pouvoir fermer le zip invisible sans abîmer les sequins. Et surtout, bah, je n'ai jamais placé de sequins comme ça, en fait, dans ma vie. Et on me met cette robe pour le film Dalida devant les yeux et je suis, Comment je fais? comment je fais? Donc en fait, j'ai passé 20 minutes à explorer le tissu, à comprendre, OK, le fil, il passe par là, il passe par là, ensuite il a ce point-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là et du coup, par déduction pure, hein, vraiment, je comprends comment le point est fait. Je fais la ligne et je me rappelle quand j'ai donné la robe. Mais j'étais pas bien. Je donne la robe du coup parce qu'il y avait donc Sveva, l'actrice, qui venait pour faire l'essayage. C'est pas la seule pièce sur laquelle j'ai travaillé pour le film, mais du coup, je donne la robe, je me rappelle, je sors du showroom parce que j'ai cru que S j'allais mourir, stress honnêtement. total. Ah, mais j'ai rarement autant stressé dans ma vie que ces quelques minutes-là. Ça m'a paru être des heures et des heures. Et en fait, à un moment donné, j'ouvre très légèrement la porte juste pour voir est-ce que c'est good. Et donc, mon maître de stage me fait rentrer. Et à ce moment-là, toujours, tu sais, quand tu entends ton battement dans les oreilles tellement le temps s'arrête, comme dans les films, tu sais, tu plus que ton propre sang dans ton corps. Et là, j'ai juste mon maître de stage qui se retourne vers moi et qui me dit en mode, «Tu as géré, c'est bon». Et là, Putain, c'est ouf. le fait de respirer. Je travaillais sur des modèles pour ce film. J'avais une, c'était une veste à sequins, une veste avec des franges. Les franges étaient dans un, je l'oublierai jamais, ce truc, un organza de soie, donc c'est très très fragile. Tu devais passer le fil à l'intérieur de la doublure de l'organza de soie sans abîmer la broderie de dessus, et c'était fil par fil. Je devais faire un nœud en haut et passer. Et c'était des franges tout du long, fil à fil, fil après fil. Sauf qu'au fur et à mesure où tu avançais, bah, tu avais les franges qui se cassaient en fait. Donc au fur et à mesure où tu avançais, tu avais des fils qui tombaient, qui tombaient, qui tombaient, qui tombaient. Et Waouh. j'ai passé des heures et des heures et des heures. J'en rêvais la nuit. J'en rêvais, je voyais les perles, les trucs. Et j'ai même des photos, tu sais, genre des photos que je montrais, voilà, j'ai vu toute cette partie-là. Le plus drôle, c'est que je crois que la veste n'a pas été utilisée pour le film en plus. C'est un métier de fou. C'est vraiment un Et, métier de fou. après, c'était les broderies Le Sage, qui est le plus grand brodeur au monde. Et on me demandait du coup de réparer les broderies qui avaient été cassées. Et ça, par contre, c'est des broderies 3D où je crois que je savais même pas qu'il était possible de faire des trucs aussi complexes.
très d'une fragilité, d'une complexité extraordinaire et qui fait que, pour le coup, la broderie, ouais, j'ai appris Avec les meilleurs. avec les meilleurs et Ouais. avec un niveau de pression qui dépasse l'entendement. Et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté la mode, je veux dire, comme métier à part entière? En fait, plusieurs choses. J'ai eu malheureusement, quelques aléas un peu particuliers avec mon assurance santé, enfin des choses qui étaient un peu compliquées. Donc on m'a un peu freinée, dans mon élan, au sortir de mon MBA, puisque du coup j'ai fait un bachelor en marketing et un master en business derrière. Hem, Malheureusement, au moment où vraiment j'étais hyper connectée, où j'avais vraiment des opportunités un peu partout, j'ai été interrompue, j'étais coupée un peu dans mon élan, pour des raisons bêtes d'assurance, des trucs comme ça. Et heu et parce que je vais me faire de nouveau opérer en fait pour le sur de la mâchoire. Et du coup, à ce moment-là, j'ai travaillé en tant que modèle. Et donc purement en tant que modèle pendant, je crois 2 3 ans, je sais plus combien exactement. Donc tous les week-ends et du coup, je faisais stylisme aussi sur les photoshoots. Donc ça m'a permis de faire un mannequin publié, du coup, derrière. Et surtout par rapport à ma propre marque, moi, je comptais faire de la joaillerie et j'avais beau fouiller encore et encore et encore, il n'y avait pas de possibilité de faire du diamant éthique. Ça n'existe pas. Encore aujourd'hui, ça n'existe pas, qu'on soit clair. Tous ceux qui osent clamer que: «Oui, mais il y a des certificats, nin non, non, non et non. Et vous n'avez aucune certitude. Au niveau des traçabilités, au niveau de la manière dont sont traités dans les mines, vous n'avez pas, ça n'existe pas de diamant naturel éthique. Qu'on soit très clair. J'ai discuté avec suffisamment de diamantaires, suffisamment de joailliers, suffisamment de gens qui sont du métier pour malheureusement me rendre à l'évidence que ça n'était pas possible. Et à l'époque, le diamant de laboratoire, c'était 100 € de plus par certificat. Ce qui rend une bague banale, comme ça c'est la bague de Red in Paris par exemple, une bague toute simple comme celle-ci, la sertir en entier aurait rajouté plus de 1 000 € de certificat. Donc Red ce in n'est Paris, pas c'est possible. ta marque actuelle où tu fais des bijoux Ouais. exclusivement. Alors aujourd'hui, on va reprendre avec principalement la joaillerie. Toutes les pièces, sinon ça va être des pièces uniques, donc c'est sur commande uniquement. Ok. C'est mon but, c'est pas de vendre 1 million de robes. Je préfère avoir un client, couture, et d'avoir vraiment une robe qui est absolument parfaite pour cette personne-là. Aujourd'hui, on est au modèle unique. On n'est pas. Parce que du coup, Ouais. tu es aussi créatrice maintenant. Est-ce que tu dors des fois? Non, Peu, absolument pas. peu. C'est le truc que mes clients rigolent tout le temps avec ça. Ouais. Ils se moquent toujours de moi là-dessus. Effectivement, je dors très, très peu. J'en profite pour glisser un peu sur ta casquette Ouais. coach, enfin de Oui, développement personnel. Tu es, je dirais pas spécialisé, mais en tout cas, c'est une de tes spécialités, c'est enfin, les traumas sur les mmh, pervers narcissiques, ouais. etc. Pourquoi ce choix? L'accompagnement de victimes de pervers narcissiques, c'est très complexe. J'ai choisi ça parce que moi-même, en ayant du coup, passé, ce genre de relation-là, il est impossible, sans l'avoir vécu, de comprendre à quel point c'est insidieux et à quel point ça détruit chaque partie de ton être. Ça se glisse dans l'intégralité de ta psyché, à l'intérieur de ton intimité, à l'intérieur de ta sexualité, à l'intérieur de tout, en fait, ton relationnel à l'autre et cetera et cetera. C'est impossible à comprendre si tu ne l'as pas vécu. J'ai eu, un partenaire un peu particulier où je me suis rendu compte qu'il était PN pendant que je le voyais et en fait, au lieu de juste le quitter, je ne recommande ne jamais faire ça, hein. C'est super dangereux ce que j'ai fait, d'accord? Donc ne jamais faire ça. Mais en fait, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit: «Ah, ah, Je vais l'étudier, absolument». c'est sûr. Pendant 6 mois, je l'ai étudié. Donc à chaque fois que je le voyais, quand il partait, mais littéralement, je prenais des notes et j'allais fouiller les concepts parce que je voyais les mécanismes de manipulation. Par exemple, une fois, il vient et il me raconte une histoire complètement délirante comme quoi, oui, si on avait été à, tu sais, prom, tu sais, le truc très américain, genre prom night. Nous, on n'a même Mal de pas ça promo. vraiment chez nous, genre, Ouais, enfin, on en a, mais très petite mesure. ouais. Là-bas, c'est très, très populaire, tu vois? Ouais, nous, c'est éclaté au sol. Et Nous, il y a 3 voilà. pépitos et Non, mais une c'est bouteille de ça, coca, on est quoi. d'accord, tu vois? Ouais. Et là-bas, prom night, c'est tout un truc, tu vois? Et là, il me raconte, genre, qu'est-ce qui serait passé si on avait été, genre, prom night ensemble et tout, machin, bidule. Et j'étais là, genre, T'es français, mec, ça serait jamais arrivé. mais déjà, ce serait jamais arrivé tout court. Et ensuite, j'entendais toute la manipulation de j'essaie de te faire imaginer un univers, un truc, un machin, un bidule, pour te rattraper. Et derrière, le chaud-froid, enfin, toutes les techniques des PN, voilà. Et du coup, voilà, pendant que j'étais avec, je l'étudie, jusqu'au jour où, bien sûr, inévitablement, ça a pété, ça pète toujours avec un PN, hein, faut pas croire. Et du coup, bah, j'ai mis 2 semaines à m'en remettre parce qu'au final, T'as ça faisait fait... 6 mois que j'étais au courant, donc Puis t'es dans une c'était approche pas, scientifique du truc. voilà.
Après voilà, c'est quelqu'un que j'appréciais quand même, c'était quelqu'un de brillant en plus, qui était athlète professionnel, professeur en économie et cetera, mais qui, c'était évident, avait un souci. Créer des drames, des trucs pour dire après que ça n'existe pas, non, j'ai jamais dit ça, j'étais pas là. Oui, bien sûr, je t'ai inventé l'histoire de prom night. C'est tellement improbable comme discours et quand je suis revenue dessus en discutant avec, c'est: «Ah non, mais j'ai jamais dit ça» et c'est tellement enfin, quand tu es pas en face de ces individus-là, tu ne peux pas comprendre et j'ai toujours dit à mes clients aussi: «Ne prenez pas si vous êtes pas à l'aise avec moi, c'est OK, mais quoi qu'il arrive, quand vous choisissez un thérapeute pour cet accompagnement-là, il doit l'avoir vécu. S'il ne l'a pas vécu, ça ne pourra jamais être un bon thérapeute là-dessus. Tu peux connaître et lire toute la littérature de la planète sur ça. C'est impossible à comprendre si tu es pas dedans, vraiment. C'est trop insidieux pour être expliqué, en fait. Donc en l'ayant vécu moi, je me suis dit: «Pourquoi pas aller aider ça, quoi». Donc j'ai fait 2-3 ans en spé là-dessus. Tu fais d'autres accompagnements? Est-ce que tu peux pas me lister, mais en tout cas me dire un peu quelle autre approche La tu... grosse blague qu'on a tout le temps en live, c'est plus rapide de dire ce que je ne fais pas Qu'est-ce que que tu ce que je fais? fais. Ok. Concrètement, j'ai pas le droit de traiter tout ce qui est schizophrénie. Bipolarité, j'ai déjà fait, mais j'essaie de limiter ceux qui sont, malheureusement bipolarité. Trouble de l'identité, j'ai déjà travaillé avec, mais j'ai une façon spécifique de travailler, c'est avec accompagnement du psychiatre, sinon hors de question. Et j'ai pas le droit de faire état suicidaire et anorexie. Tout le reste, je le fais. Ok. Ça veut dire, autant on fait l'anneau gastrique, nettoyage hépatique, on fait les gestions des insomnies, gestion de stress, colère, comportement et pensées limitantes, addiction, mais même accompagnement au rêve lucide, ou alors développement de capacité de don. Genre vraiment, c'est plus rapide de dire ce que je fais pas Mm. à ce stade-là. Ça t'épuise pas d'être autant ouvert sur les autres, gérer autant, enfin d'avoir autant de spécialités dans l'aide à l'autre, euh, plus je parle même pas des autres casquettes que tu as autour en création, etc. Le seul gros regret que j'ai, c'est que j'ai besoin de trouver vraiment une équipe pour pouvoir avancer mieux. Et également, le côté très marketing des réseaux sociaux qui me désole, parce que du coup, aujourd'hui, j'en suis obligée à réduire mon champ d'activité, parce que je parle de trop de sujets sinon. Donc là, par exemple, mon TikTok était super intéressant jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, mais parce que je parlais d'un sujet, parce que j'avais envie d'en parler en fait. Donc autant tu vas avoir des vidéos sur les théories de l'attachement, autant tu vas avoir d'autres vidéos sur justement le rêve lucide, autant tu vas avoir d'autres vidéos sur la méthodologie, parce que je fais cet accompagnement en méthodologie, tout ce qui est concentration ou même sportif et tout ça. À cause des réseaux sociaux et de la manière dont l'algorithme est fait, je suis obligée aujourd'hui de réduire mon champ d'action pour avoir une trajectoire plus impactante, et cetera, un marketing qui est plus dirigé. Ça, c'est le truc qui m'embête le plus, je pense. En sachant que tu as Euh, déjà 3 Instagram presque, un TikTok, J'en et qui ai cartonne, c'est-à-dire qu'en 4 plus, voilà, techniquement, mais oui, c'est fou. ouais, Qui fait ça? Non mais qui fait ça? les gens qui ont des problèmes dans leur tête, Non mais, et puis tu y mets tellement du cœur et tu y mets tellement du c'est tien que ça. ça fonctionne. Et encore, là, on s'est fait shadowban par TikTok. Donc, on est 190 000 sur TikTok. Avant, on Bloqué. était un peu plus. Mais c'est un Tamagotchi. Donc, j'ai arrêté de poster pendant plusieurs mois. Ils m'ont éclaté ma visibilité. Derrière, ils m'ont fait tomber ma monétisation aussi. Euh, et du coup, on a arrêté de poster sur TikTok parce que voilà, c'est embêtant. Et tu sais pourquoi ils t'ont shadowban ou pas? Il y a des chances que c'est parce que je parle régulièrement de la Palestine. Ok, Euh, la première fois que ça a commencé le shadowban, c'était à cause de ça. Parce que ça a ok. été très clair, genre 2 jours au lendemain, les Ouais. vues ont... Moi, je le dis ouvertement. Tu le dis sur tes réseaux? Ouais. Mais j'ai une pastèque à côté de mon nom sur TikTok. Ah oui. C'est le symbole de la Palestine. Ah oui, c'est vrai. Mhm. J'assume pleinement. J'en ai parlé régulièrement en public, j'ai posté des vidéos dessus, et elles sont encore sur mes réseaux. Je les ai pas enlevées. En fait, moi j'ai 2 avantages là-dessus. À la base, ma grand-mère était juive. Donc je suis pas goy. Je suis techniquement de tradition juive. J'ai énormément de gens autour de moi qui sont de tradition juive également. Moi j'ai de tout, tu me diras, non, comment ça. Mais il y a très peu de gens avec qui je discute qui vont pas être d'accord avec moi. À moins d'être vraiment matrixé par la propagande israélienne à un point où t'es pas récupérable, pour une raison simple. Quand on ose me faire chleux avec oui, mais et les attentats, nanana, tu justifies je sais pas quoi, le 7 octobre, le 7 octobre, le 7 octobre. Alors déjà, pardon, mais entre 7 et 300 000,
Faut déconner quand même, hein. Je veux dire, là, on parle quand même de génocide. Moi, mon oncle était dans les camps de travail. De voir une communauté qui est la dernière qui devrait tolérer ce qui est en train de se passer, justifier ça, il n'y a pas de justification, point barre. Déjà, on va commencer par là. Ensuite, 2 choses peuvent exister en même temps. C'est fou, hein? Non, mais ça, c'est dur. Non, mais les gens ont vraiment un problème avec ça. Genre, 2 choses peuvent exister en même temps. On a le droit de ne pas être d'accord avec aucun massacre, quoi que ce soit, bien qu'on peut absolument remettre en question l'instrumentalisation qui est autour de ça. Mais on a le droit d'être contre le génocide et de ne pas être d'accord avec le Hamas. Fou, hein? C'est comme si les êtres humains étaient capables de ne pas être complètement stupides et attardés mentaux, vraiment, genre. Et encore, j'aime pas utiliser ce terme-là parce que là, pour le coup, on parle vraiment de problèmes psychologiques, alors que de l'autre côté, c'est de la propagande et c'est de la stupidité à ce stade-là. C'est même pas de la stupidité, c'est vraiment de la propagande et de la manipulation complète. Qui a toujours fonctionné, peu importe les peuples, les pays. Mais bien sûr, mais quand tu as un peuple qui est matrixé, et en fait, c'est pas compliqué. Quand tu connais la nature du cerveau, tu comprends pourquoi la propagande marche. Le cerveau, il prend de manière indifférenciée tout ce que tu lui donnes. Que je dis, j'aime bien l'image de Pac-Man parce que c'est tellement parfait. Le cerveau, il fait ça avec tout. Tout ce que tu as autour de toi, là, maintenant, ton cerveau a retenu en inconscient. Un autre exemple, quand tu rêves, ton cerveau, il n'est pas capable de créer un visage. Absolument incapable. Donc, quand tu rêves de quelqu'un que tu ne connais pas, c'est quelqu'un que tu as croisé dans la rue. Il n'est pas capable de fabriquer un nouveau visage. Tu vas nécessairement, en fait, récupérer un visage que tu as déjà vu, qui est passé dans l'inconscient. Donc, en conscience, tu ne sais pas qui c'est. Mais ton inconscient, il a repéré l'information. Donc, ton cerveau, il avale. Je peux te prendre n'importe quel être humain et lui laver le cerveau. Absolument. Oui. N'importe quel être humain. Par les bonnes techniques. En plus, moi, en plus avec ce que je sais faire, heureusement que je suis au service du bien et pas du mal. Hein. Non, mais vraiment, parce qu'avec ma technique de subliminaux, plus la manière dont je sais et faire de l'hypnose et en dev perso les techniques que j'ai, oui, je peux changer ton cerveau. Juste toi, c'est-à-dire l'énergie que tu développes quand tu parles. Non, mais c'est vrai. Tu vois, non, mais c'est vrai que le côté charisme, en fait, joue énormément. Parce que quand tu regardes tous les leaders, tous les dictateurs, c'est le charisme qui l'a emporté avant tout le reste. Toujours. Absolument. C'est le côté animal. En fait, il y a un côté, pour l'être humain, peu importe son âge, il va avoir besoin d'un leader, il va avoir besoin de quelqu'un à suivre, parce qu'on a tous besoin d'un exemple, etc. Parce qu'on a tous, à un moment donné, une perte de repères. Et puis avoir quelqu'un sur qui se baser, c'est beaucoup plus facile et ça permet de se construire d'une autre manière. Donc, quand quelqu'un parle fort, avec une grosse prestance et du coffre, etc., rien que la manière de placer sa voix, voilà, ça c'est une des choses les plus importantes, rien que la manière de placer sa voix. Si je suis là en train de vous dire, oui alors, là maintenant, tu vas pouvoir prendre une grande inspiration et souffler. Et j'en connais qui font des séances comme ça. Ou alors, si je suis dans ma séance et je vais te dire, et dans une seconde, tu viendras prendre une grande inspiration et lorsque tu souffles, tu viendras détendre tes épaules et agréablement sentir cette détente qui vient couler tout le long du corps. Rien qu'avec cette phrase-là, tu as l'image à cause de la fréquence de la voix, la manière dont ça vibre, la manière dont ça se place, tu vois. Donc, il suffit d'être un bon orateur. Encore plus si tu es un petit peu charismatique, un peu séduisant, etc. Ou alors si tout simplement tu réponds à une peur avec une solution. La meilleure manière de manipuler quelqu'un, c'est de lui faire peur. C'est de le maintenir dans le système sympathique. Le système sympathique, tu n'as plus que 4 réponses. Tu as la fuite, l'attaque, la paralysie ou ce qu'on appelle the fawn response, qui est le fait de dire oui, merci, tiens, prends, ne faites pas de mal. Tu vois. Les chevaux, par exemple, ils font ça, avec, mais même les adultes, des fois, pour montrer que je suis qu'un bébé, on appelle ça cackling. Ils font ça avec leurs dents pour montrer que je suis qu'un bébé, C'est exactement la même chose, c'est the fawn response. Donc, quand tu es dans le système sympathique, c'est comme si tu avais un lion juste là. Ton cerveau, si tu as un lion juste ici, il ne va pas te dire « Oui, alors attends 2 secondes, je vais réfléchir. Pour échapper au lion, nous avons 3 éventualités raisonnables, bien sûr. Vous avez ceci, cela. » Tu n'as pas le temps. Non. Donc, la partie de ton cerveau qui est actionnée, c'est plus le cortex préfrontal. Et ça, c'est dangereux. Parce que le cortex préfrontal, c'est un peu ta tour de contrôle, ta tour de raisonnement logique. Quand le cortex préfrontal n'est plus là, c'est inquiétant. Parce que du coup, c'est l'amygdale et toute une autre série de
de mécanismes qui rentrent en jeu. Je ne vais pas rentrer dans le détail du détail maintenant, mais quand on est dans cette amygdale et dans ce cerveau que certains appellent reptilien, mais non, c'est le cerveau émotionnel en fait. Et c'est une réponse de stress, c'est une réponse d'angoisse, c'est une réponse de survie. Donc, tu n'as plus le côté raisonnable, tu n'as plus ce côté raisonnement logique. Donc, bien sûr que si moi, demain, si je devais manipuler quelqu'un pour je ne sais quelle raison, mais le premier truc à faire, c'est de mettre en instabilité émotionnelle. Bien sûr. Donc, Surtout si tu le. je te Pardon. bombarde d'informations toxiques et violentes, je te bombarde d'informations qui sont angoissantes pour que tu te sentes en insécurité. Maintenant que tu te sens en Je te insécurité, livre une c'est solution. parfait. Je vais pouvoir arriver comme je suis la solution à tous vos problèmes. Et évidemment, quand toi, tu es angoissé, tu te dis le monde est en train de brûler, je vais mourir, tout le monde autour de moi est en train de mourir. Nanana. Ah, attends, il y a une solution. Et je m'accroche à ce truc-là, alors que c'est des monstres la plupart qui font ça. Enfin, je veux dire, c'est évident, mais Mais ça marche. ça marche. Heureusement que tu es au service du bien. Moi, vraiment, j'en suis hyper consciente de mes outils utilisés pour le mal. J'ai dit d'ailleurs que je mourrais avec ma technique de subliminaux, s'il le faut, mais je ne démocratiserai pas cette méthode-là euh, Je comprends. tant qu'on ne peut pas vraiment être certain de la protéger, qu'elle ne soit pas utilisée, machin. Puis parce que même si tu la poses en patente, concrètement, tu as quand même un risque parce qu'il y en a qui peuvent voir en gros comment c'est fait, quoi. Donc, je ne peux pas expliquer comment c'est fait. Et c'est un peu le gros risque, du coup, et là où c'est difficile de le commercialiser pour nous, c'est que ceux qui l'achètent aujourd'hui me font vachement confiance parce que je ne peux pas vous donner le détail de ce qu'il y a dedans. Donc, vous avez les gros titres, mais le détail des affirmations, vous ne pouvez pas les avoir. Ça expliquerait comment on les fait. Mais bon, c'est ce que tu as créé. Tu as créé une forme de confiance et c'est l'essentiel. Et je comprends tout à fait que Ah, mais pour moi, ta technique, tu. vraiment, l'autre jour, je regarde. L'autre jour, je regarde quelqu'un comme ça parce que je lui donne un truc à boire. Vraiment, il a bu comme ça. J'ai dit, mais c'est quand même fou. Hein. T'as pris un truc qui ressemble à du sang, concrètement, parce que c'est rouge comme du sang. Tu l'as bu sans te poser une demi-question. Là, franchement, vous me faites tous vachement confiance. Bon, c'était l'hibiscus. Hein. Ah, c'était pas du sang, putain, j'allais te poser la question. C'était de l'hibiscus. C'est un truc. Non, j'adore faire mes petites potions magiques avec mes plantes et tout. Après, les gens ils savent que je suis hyper honnête. Donc. Mais je me fais souvent la réflexion de me dire, c'est quand même fou parce que j'aurais pu faire des trucs terribles, en fait. Et évidemment, jamais. Mais Enfin, pour le monde, tu t'es mis au service du bien. On passe dans une partie du podcast qui s'appelle les questions what the fuck. Donc c'est aussi un peu débile, c'est mon petit kiff. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Vas-y. Voilà, pareil, hier à 2h du matin, j'étais en train d'écrire mes trucs. Je me suis fait rire. J'ai très peur. Non, ça va, elles sont cool. Si tu devais designer le costume de la mort ouais, le rêve, pour un défilé dans l'au-delà, à quoi ce costume ressemblerait? Oh, mon rêve, mon Dieu. J'ai déjà 50 000 idées. Oh, j'en ai des frissons. Je te jure, je le ferai un jour. Alors déjà, une capuche absolument gigantesque. Un truc, mais colossal, vraiment, tu sais. Genre des capuches qui sont très très larges derrière et entièrement brodées à l'intérieur, mais des broderies du style qui fassent très paillettes de la nuit, tu vois ce que je veux dire? Genre très Ah, très sombre, bien, en là mode j'ai l'image. cristaux noirs qui rutilent comme ça. Donc déjà une immense colle brodée à l'intérieur. À l'extérieur, j'aurais fait quelque chose de très mat, une immense cape, quelque chose de vraiment gigantesque. Et pareil, tout l'intérieur brodé qui rutile comme ça. Euh, Au niveau de la faux, j'aurais fait. Ah oui, parce que j'aurais fait de la faux aussi, évidemment. Voyons, j'aurais fait un bois sculpté, je pense, dans les tons plutôt acajou rouge, mais quelque chose de vraiment hyper orné, etc. Si c'est en bois comme manche, sinon, bien sûr, un truc complètement incrusté. Voilà. Avec pareil, une lame gigantesque, gravée tout du long avec des dessins. Je pense que déjà ça aurait été la priorité numéro un, cette grande cape. Entièrement brodée. Splendide, moi je la vois. Hein. Ah, C'est très incroyable. envie de faire ça maintenant. Voilà, je suis content, je t'ai donné une idée. Très envie. Deuxième question. Oui. Quelle question te pose-t-on souvent et qui te donne envie de disparaître instantanément? Il y en a plusieurs. Il y en a. Alors, pas qui me donnent envie de disparaître. Il y en a certains qui m'agacent. On me demande si je suis trans régulièrement. Ça, je m'en fous parce que. Voilà. Parce que j'ai plein d'amis qui sont trans qui sont magnifiques. Donc, je me vexe pas, mais c'est juste à cause de ma voix. Donc, bon, ok, why not? Le fameux t'es célibataire sur mes comptes professionnels m'insupporte.
C'est, je pense, celui qui m'énerve le plus, ça va être ça. Donc ça m'agace parce que c'est déplacé. Toute question qui porte sur mon physique, pendant que je fais des lives, déjà, on les tolère pas, nous, mais surtout, elles sont extrêmement déplacées parce que c'est vraiment genre, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et je le dis régulièrement d'ailleurs, hein. Alors moi, par contre, je suis très drôle, je clash souvent en live, c'est très, très drôle. Je leur dis souvent, genre: «Vous vous rendez compte, on est en train de parler de votre cerveau, on est en train de parler système nerveux, on est en train de parler de mécanismes limitants, de choses qui peuvent vous libérer votre vie et vous êtes là en train de me poser la question, c'est tes vrais cheveux? Est-ce que tu es trans? Est-ce que» mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Genre mon apparence physique, puis on me sent taper l'oreille avec une babouche. Écoutez, vous êtes là pour apprendre des J'adore cette trucs. expression. Non mais Incroyable. Complètement malade. Trop bien. Je crois que elle va rentrer dans mon catalogue de mes expressions préférées. j'adore, je dis tout le temps. Elle est géniale. Bah oui. Non, mais je comprends tellement. Et c'est tellement vrai. Est-ce que tu as des lives à heure fixe? Avant oui, Parce que comme maintenant ça, les je gens qui regardent limite. pardon, comme ça, les gens qui regardent le podcast, peut-être. En vrai, j'aurais adoré te dire oui, parce qu'avant, oui, c'était le cas. Normalement, je passe live 1 heure avant mes séances, mais même maintenant, je le fais plus trop. Avant, j'avais des lives, malheureusement, c'était un peu quand je passais live, Et tu vois. attends, c'est sur quel compte? TikTok, en général. Mais je passe TikTok et Instagram en même temps. D'accord, mais c'est sur Ah pardon, Red lequel de tes Digital Instagram, Devil. vu que tu en as 4? Excuse-moi, Red Digital Devil, de temps en temps, je Ok. passais live. Alors, la dernière petite question de la rubrique What the fuck, c'est est-ce que dans ton arbre à clés, Oui. il y a une de ces clés qui ouvre une porte qu'on ne devrait jamais ouvrir chez toi? Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Il faudrait que j'en fasse une, ça, hein. Très bonne chose. Est-ce qu'il y a vraiment des portes qu'on ne devrait pas ouvrir chez moi? Non, ça va, ça va. Je n'ai pas de squelette. Enfin si, du coup, oui. J'ai des T'en as squelettes plein. j'ai des squelettes dans mes armoires, mais Ouais. ce sont de vrais squelettes dans mes armoires, ça va, ce sont pas des non, non, j'ai pas encore mis de petites, portes secrètes, mais je le ferai sûrement du coup. Tu donnes des très bonnes idées, T'inquiète, avec plaisir. vraiment. Oui, Si les gens veulent te suivre un petit peu, oui, je le fais rarement sur mes podcasts, parce qu'en vrai, c'est pas l'idée, ouais, mais comme tu es archi complète et que tu peux apporter, je pense, énormément merci. de choses à plein de gens, où les gens peuvent te suivre. Alors l'idée, ce serait Red Little Devil, je pense, pour tout ce qui est dev perso et Dark Red in Paris, du coup, donc Dark et Red in Paris, pour tout ce qui est mode, parce que l'avantage, c'est depuis Red Little Devil, tu trouveras le reste, et depuis Dark Red, tu trouveras le reste. Avant, je me donnais que Dark Red parce que du coup, il y avait tout dessus. Mais maintenant, j'ai séparé comme ça. Certains, ils savent pas. Tu vois. Il y en a qui découvrent que je fais de la mode maintenant, que ça fait 15 ans. Tu vois. C'est trop Et ils bien. découvrent, ils sont là, ah, mais tu fais ça aussi à côté. Je fais, oui, enfin, t'es un tout petit peu en retard, mais oui, oui. C'est quoi ton rapport à la mort? Oh, ouais, ma grande histoire d'amour, plus grande histoire d'amour de ma vie. J'ai une fascination pour la mort depuis toute petite, mais pas du tout le même genre de relationnel que les gens en ont. Et donc, comme tu as pu voir chez moi, j'ai énormément de memento mori. Du coup, c'est le fameux souviens-toi que tu vas mourir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, tu vas avoir systématiquement comme représentation un squelette, une représentation du temps et une représentation du vivant. Donc c'est vraiment très symbolique de voilà, souviens-toi que le temps passe, souviens-toi que tu vas mourir. Un peu plus dans la dynamique YOLO de l'époque, on va dire, que dans la dynamique dépressif à la Baudelaire, mais il y a les deux, en fait. Et j'ai un peu plus de mal avec le deuil qu'avec quoi que ce soit comme autre notion dans le dev perso, pour moi, hein, par rapport à moi-même. Euh, je pense parce que j'aime très, très, très fort. Donc forcément, quand les gens partent, ça fait très, 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 très mal. Euh, J'apprends de plus en plus à lâcher prise, mais là, je parle vraiment du deuil de gens qui sont décédés, pas des relations qui s'achèvent et les gens sont encore là. Euh, En étant dans la spiritualité, j'ai constamment ce rapport avec l'au-delà. Constamment, constamment, constamment. Donc j'y pense. Il n'y a pas une seule journée qui se passe sans que j'y pense ou sans que j'interagisse dans ce truc-là ou dans cette compréhension. Euh, et du coup, pour moi, c'est vrai que c'est un concept qui, toute ma vie, m'aura poursuivi, entre guillemets, au début de façon très angoissante et aujourd'hui de façon très amicale, on va dire. Donc, ouais, c'est quelque chose qui me suit partout. Et ce concept de impermanence, ça se dit impermanence en français? Mhm. Non? Oui, ça se dit. En permanence. Ouais. Ce côté plutôt transient et éphémère, tu vois. Donc, le fait que les choses ne sont pas permanentes, le fait qu'elles soient à partir de tout, tout est éphémère en fait. C'est ça qui rend la richesse et la beauté des choses, au final. Si tu étais heureux tout le temps, concrètement, même ton cerveau, il lèverait les taux de dopamine, tu aurais besoin de plus, plus, plus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui rentrent dans un excès complet quand ils ont tout, tu sais.
Donc pour apprécier le bonheur, il faut de toute façon pouvoir avoir le contraste. Et la vie n'est que ça, n'est qu'une manipulation de contraste en fait. Donc le côté éphémère rend les choses précieuses et rattache au domaine du sacré. Donc pour moi, la mort englobe tous ces concepts-là. Et ce que je trouve super intéressant en plus, c'est que les trois quarts des phobies, les trois quarts, vraiment, c'est étonnant à quel point, les trois quarts des phobies, tu peux les relier à la mort. Pour pas dire toutes, parce que ce serait très malhonnête de dire toutes, à chaque fois il y a toujours, voilà. Mais les trois quarts des phobies, tu peux les relier à la mort. Et des trucs qui n'ont rien à voir, qui sont les trois quarts du temps, quand tu fais le shadow work jusqu'au bout, et que tu trouves du coup le pourquoi du comment, c'est ça. C'est fou. C'est quoi une journée type de raid? Ouf, une journée type. Alors déjà, je ne suis pas sûre d'avoir une journée type. J'aimerais bien. J'en rêve. Alors, plus sérieusement, il y a des choses qui sont indérogeables. Attention, je vous facturerai ça parce que ça, non, je donne à mes clients. Le matin au réveil, affirmation ou morning rampage, qui va être souvent Abraham X ou des gens comme ça. Mais ça, c'est les 15 premières minutes. Tu ne déroges pas, tu ne déroges pas. Si jamais ça m'arrive de le louper, le lendemain, je ne le loupe pas. Hyper important. Donc, matin, toujours, toujours, toujours ça, parce que ton cerveau est dans les ondes θ, ça conditionne le cerveau, ça, c'est obligatoire. Derrière, bien sûr, mon café ou peu importe. Enfin, je bois plus de café aujourd'hui. Mais voilà, je fais toujours ma boisson du matin, etc. Les compléments alimentaires, surtout quand tu es TDAH, c'est absolument indispensable. Et du coup, c'est ce que j'appelle l'ouverture de journée. Sur mes ouvertures de journée, c'est indispensable. Là, je ne déroge pas du tout à ça. Et pareil, quand je travaille avec mes clients, leurs ouvertures de journée doivent absolument être soignées. Pareil pour fermeture de journée, c'est la même chose. Ensuite, d'une journée à l'autre, ça n'a tellement rien à voir. Ça n'a tellement rien à voir. Par exemple, une journée de photoshoot, forcément, la journée est dédiée que pour ça. C'est rare que j'ai le temps de faire du sport avant. C'est rare que je puisse faire quoi que ce soit avant. En général, c'est au moins 2 heures de préparation. Donc, le matin, je suis hyper tranquille. Je ne fais que ça. Je me prépare et tout ça. Et j'embarque pour les shootings. Quand on n'est pas en shooting, si je suis en création pure, par exemple, si je vais faire un vêtement, dans ce cas-là, c'est vrai que les jours où je suis calée sur un truc de création, c'est rare que j'arrive à caler le sport en même temps. Et je vais avoir des jours où c'est 100% self-care, où là, par exemple, ça va être genre faire le sport, les ongles, les mains, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Une petite remise à niveau, hein, Ok. voilà. Mais Tu prends du temps pour toi et tu suis prends soin obligée. de toi. Ouais, mais c'est normal, tu donnes tellement. Avec le côté modèle, tu es obligé. Si on prend une batterie et énergétique, toi, tu passes ton temps à la vider, donc il faut bien que tu la re-remplisses de temps en temps. Mais c'est pour ça que là, j'ai diminué les rendez-vous individuels parce que j'étais en train de me tuer, honnêtement. Ouais, ça m'étonne Genre, pas. j'en prenais beaucoup aussi. Je prenais un taux que tu ne devrais pas prendre en tant que thérapeute. Donc, normalement, on nous demande de limiter par jour le nombre de personnes qu'on voit. Et moi, je les voyais, quoi. Puis, je les voyais pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. J'avais une très mauvaise limite au début de ma pratique sur le temps. Et ma dernière question, c'est pour la suite, Mhm. qu'est-ce que je peux te souhaiter? J'ai trouvé une équipe. Vraiment. Ok, tu fais un appel. Ah ouais, alors là, c'est honnêtement, je souhaite juste de pouvoir enfin constituer mon équipe pour déléguer, pour pouvoir avancer. Et le reste, je sais que ça ira bien. Une fois que j'ai une team, je sais que ça ira. Mais c'est mon numéro 1, c'est ça. Merci beaucoup. C'est à toi.